Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle génération, donc la génération Z, tous ceux qui sont nés après 1995, pendant la 4e révolution numérique, et qui nous perturbe, qui nous fait poser un certain nombre de questions, dans la société comme dans le travail. Beaucoup de dirigeants et de managers que j'ai pu rencontrer se questionnent en disant mais comment les attirer, comment les recruter, comment les engager, comment les fidéliser? Autre question, quel est leur rapport à l'autorité? Quel est leur rapport au management? Est-ce qu'on peut encore parler de métier demain face à une société de slashing? Donc vous verrez, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. J'aimerais tout d'abord reprendre les propos de Albert Camus qui, lors du prix Nobel de la littérature en 1957, déclarait « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » Albert Camus met en avant la fragilité du monde au regard des crises qu'il vit et suggère que la promesse d'un avenir meilleur n'est plus crédible. C'est à la société de préserver qui importe le plus. Mais peut-on vraiment dire que l'avenir nous appartient? Qu'est-ce que les jeunes pensent de l'avenir? Sont-ils angoissés? Sont-ils frustrés? Sont-ils confiants? Les jeunes aujourd'hui tendent à être inquiets lorsqu'ils envisagent le monde de demain, puisqu'on est face à une société de polycrise. Crise économique, crise sociétale, crise politique, crise aussi morale et philosophique. Les jeunes recherchent à construire leurs propres repères dans un monde qu'on pourrait qualifier de anomique. Si on prend l'exemple de Inoxtag, youtubeur de 22 ans qui a gravi l'Everest et qui a accumulé plus de 8,4 millions d'abonnés, près de 1,2 milliard de vues sur l'ensemble de ses vidéos publiées depuis 2015. Il y dévoile sa préparation pour monter l'Everest et c'est un modèle de détermination, c'est un modèle de persévérance et c'est un modèle pour cette nouvelle génération Z qui est en questionnement par rapport à la société, par rapport au monde qui l'entoure. Donc le documentaire Kaizen d'Inoxtag sur son défi de gravir l'Everest a créé un véritable engouement parmi les jeunes. Les jeunes aujourd'hui estiment ne pas forcément trouver ou avoir leur place dans la société actuelle. Et la crise de la Covid-19 est venue accélérer tous les questionnements que les jeunes ont par rapport aux questions environnementales, aux questions sociales et sociétales. Quand les jeunes parlent aux anciennes générations, ils disent cette fameuse expression « OK boomer ». Je vous avais dit qu'un jour ou l'autre, cette crise allait arriver. Et donc, ils ressentent un sentiment non pas d'anxiété, mais plutôt de frustration par rapport à la société qui l'entoure. J'ai eu la chance d'analyser le dernier baromètre en travaillant avec Veolia. Veolia a mis en œuvre un baromètre de la transition énergétique auprès de plus de 25 000 individus dans 5 continents. Et qu'est-ce que les résultats peuvent ressortir? C'est montrer que 69% des jeunes de 18 à 24 ans estiment qu'un dérèglement climatique est déjà en cours et que l'activité humaine en est la principale cause. 34% des jeunes se déclarent éco-anxieux, contre 30% pour la population générale. Mais c'est quoi l'éco-anxiété? Aujourd'hui, on est face à de nouvelles formes d'anxiété. L'éco-anxiété, c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, c'est une souffrance liée au monde qui nous entoure. Cette anxiété liée à l'environnement, le fait de vouloir préserver la planète, le fait de vouloir bien vivre, et on parle aujourd'hui de frugalité. Comment consommer moins, mais consommer mieux, comment consommer moins, mais vivre mieux. Et donc, ces jeunes déclarent, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont envie? D'après cette dernière étude de Veolia, donc baromètre, quand on leur pose la question à ces jeunes, qui sont les acteurs de la transition énergétique demain? Comment on va s'en sortir demain? Ils répondent grâce à nous, grâce aux individus, pour 60% des jeunes. Ce sera ensuite grâce à l'entreprise, aux collectivités territoriales, à l'État, à l'Union européenne, mais c'est par le citoyen, nous-mêmes, en tant que citoyens, en tant que collaborateurs, qu'on arrivera à s'en sortir. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus d'écouter cette nouvelle génération. La nouvelle génération doit devenir aussi protagoniste de son histoire. Et on voit d'ailleurs en entreprise
des collectifs de jeunes qui se créent. Si on prend l'exemple de Nestlé, ils ont créé un collectif de jeunes, Next Generation, des jeunes qui ont des compétences dans le domaine de la RSE et qui vont conseiller justement le CODIR et la direction sur toutes ces questions-là. Donc ils me fatiguent déjà, ces jeunes, à côté des défis majeurs, lutter contre l'inflation, investir dans la transition énergétique ou encore désendetter la France. Un autre sujet monte en puissance. Il s'agit du sujet de la jeunesse face au travail. On est face aujourd'hui à de nouvelles règles. C'est la fin de la société solide, on est face à la société fluide, on passe d'un monde pyramidal et hiérarchique à un monde en réseau, à un monde agile. On était sur de la stabilité, aujourd'hui on est plutôt sur de l'instabilité. Donc les règles du jeu ont changé. Et d'ici 2025, les jeunes nés après 1995, appartenant à la génération Z, vont représenter 27% de la force de travail. Dans le cadre de mon dernier ouvrage, j'ai eu la chance et l'opportunité de rencontrer une cinquantaine de dirigeants de différents secteurs d'activité et de taille d'entreprise, grosses boîtes, 440, PME, PRI, start-up. Et ces dirigeants ont déclaré que durant le dernier semestre 2023, le taux de turnover a été multiplié par 2 en l'espace de 6 mois parmi ces jeunes. On arrive à les recruter, parfois on n'arrive même pas à être attirant, à être attractif. Donc voilà, il y a aussi des clés par rapport à ça. Mais donc, ces jeunes, parfois, même si on les attire, ils ne restent pas dans l'entreprise. Ils ne s'engagent pas. On les appelle la génération boomerang, la génération de slashers. Aujourd'hui, ils sont capables de quitter une entreprise et d'y revenir. Si on reprend la dernière étude saisie de l'INSEE en juin 2024, les dirigeants d'entreprise font part de leurs réelles difficultés à comprendre la génération Z. Je vais vous donner quelques chiffres clés. 86% des dirigeants perçoivent la génération Z comme différente de la génération précédente. 7 dirigeants d'entreprise sur 10 déclarent qu'il est difficile d'identifier les aspirations professionnelles des jeunes de moins de 30 ans. On a quand même 70% des jeunes de moins de 30 ans qui déclarent qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire véritablement dans la vie. Donc l'avenir, tout tracé qu'avaient les anciennes générations, on cherchait à faire un plan de carrière, on avait un métier pour toute une vie, on avait un salaire pour toute une vie. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec cette nouvelle génération, c'est différent. On est dans une société de l'instantanéité, de l'immédiateté, par l'IA, par la digitalisation. Et donc, il est très difficile de se projeter à plus de 6 mois, à plus d'1 an. Ils sont également près de la moitié des dirigeants à juger difficile de faire évoluer ces jeunes dans le monde de l'entreprise. Les jeunes recherchent et attendent que l'entreprise soit une entreprise apprenante. Ils ont besoin d'apprendre constamment dans l'entreprise. Et pour les dirigeants d'entreprise, enfin, les jeunes ont un rapport différent au travail. Ils estiment qu'ils sont moins investis que leurs aînés pour 57% d'entre eux, qu'ils sont moins fidèles à l'entreprise pour 72% d'entre eux, et qu'ils sont moins respectueux de la hiérarchie pour 53% d'entre eux. On n'a plus le choix de s'adapter à cette nouvelle génération, puisque la nouvelle génération représentera 30% des effectifs d'ici 2025-2030, et donc, par un simple effet volumique, la génération Z devient la norme. Il faut donc arrêter d'avoir des préjugés et des stéréotypes quand on étudie la nouvelle génération, quand on lit dans les médias, dans les articles, très souvent, on tend à qualifier les jeunes de consuméristes, de rebelles, de digital natifs, de slashers, de personnes qui peuvent être non investies, qui n'ont pas forcément envie, voilà, de s'investir dans le monde du travail. C'est important de prendre un peu de hauteur et de réfléchir et de prendre un peu de hauteur par rapport à tous les préjugés qu'on peut avoir pour véritablement comprendre les grandes caractéristiques de cette génération Z, à la fois dans la société, mais aussi dans le monde du travail. Et là, c'est mon objectif en tant que conférencière, mais aussi en tant que chercheur. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je travaille sur... Avant, on n'appelait pas la génération Z, on appelait la jeunesse. Aujourd'hui, c'est assez tendance, génération Z, génération alpha, et on verra si on peut même encore parler véritablement de génération. Mais c'est important de les comprendre d'un point de vue sociétal, qui ils sont dans la famille, qu'est-ce qu'ils attendent de l'école. 7% des enfants entre 12 et 18 ans, donc plutôt des adolescents, croient encore en l'école. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Quand on parle de compétences, on peut aussi se poser la question. Donc c'est important de bien comprendre la jeunesse d'un point de vue holistique pour mieux décrypter les clés dans le monde du travail. Plutôt que parler de génération,
je préfère parler de digital natives. Pourquoi? Quand on utilise le terme de génération, on voit bien que de toute façon, les générations tendent à être de plus en plus courtes. Peut-être plutôt qu'on pourrait parler même de cohorte ou de classe d'âge, puisque les générations tendent aujourd'hui à durer une dizaine d'années. Et quand on utilise le terme de génération, on tend à accentuer les similarités. On tend à dire oui, les jeunes sont tous les mêmes, ils ont les mêmes styles vestimentaires, les mêmes goûts alimentaires, ils vont tous chez McDo, chez Starbucks, chez Zara, chez H&M, ils aiment les marques, il y a aussi des contradictions parmi les jeunes, mais pourtant, il y a aussi des différences. Il y a des différences selon le milieu social, selon le pays d'appartenance. Voilà, là je fais une conférence en France, dans les Hauts-de-France, mais je mènerai cette conférence en Asie, j'aurai pas forcément le même discours sur le rapport à l'autorité. Donc c'est important de prendre en compte aussi un certain nombre de différences par rapport au caractère sociodémographique. Le fait de faire des études, le fait d'habiter en ville ou à la campagne, le fait d'être en Europe ou dans d'autres pays. Il y a un certain nombre de différences, c'est pourquoi je préfère utiliser le terme de digital native. Quelles sont les sources, les aspirations, les grandes caractéristiques de cette nouvelle génération? Vous allez voir qu'il y a des contradictions, mais plutôt que parler de contradictions, je préfère parler de complémentarité. Digital versus avide de relations sociales. Les jeunes de la génération Z sont nés pendant la 4e révolution numérique et n'ont connu que le monde des écrans, contrairement à la génération précédente, la génération Y, les milléniums, qui sont plutôt des digital migrants. Aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, on a quand même 45% des enfants de 3 à 8 ans qui ont déjà utilisé le portable de leurs parents pour regarder des photos ou des vidéos en mode quelques instants. 30% des enfants en CM1 ont déjà un smartphone. Donc très souvent, on condamne les jeunes, les enfants, mais il y a aussi les parents qui ont un rôle d'exemplarité à montrer par rapport aux enfants. Alors, si on reprend aussi les propos de Jérémy Lamry ce matin par rapport à son intervention sur l'intelligence artificielle, il dit bien qu'il ne faut pas forcément avoir peur. Aujourd'hui, on n'a plus le choix de vivre avec un smartphone. Mais le smartphone, c'est un outil. L'important, c'est l'humain, et l'humain reste le fondamental. La véritable relation, elle se crée à l'école. L'école est le premier agent de socialisation aujourd'hui pour la jeunesse. Mais le smartphone va permettre de prolonger et de développer une relation, mais pas forcément la créer. Je vais vous montrer une vidéo, juste pour la suite, qui fait écho justement à cette slide. « T'as mis où ton blog à jour ?» dit la maman. « T'as souhaité bienvenue à tes nouveaux followers? T'as envoyé ta newsletter? » « Oui, maman. » Quel est le rôle des parents? On parle aujourd'hui d'un nouveau phénomène qu'on appelle le phénomène de sharenting, de l'anglicisme share and parents. Ces parents qui vont mettre des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. On voit même aujourd'hui même des parents qui, lorsqu'ils donnent naissance à un nouveau-né, ils vont prendre plein de photos pour tout de suite partager ces photos sur WhatsApp. 53% des parents français ont déjà partagé l'image de leur enfant sur les réseaux sociaux. Donc cette pratique de sharenting, c'est pas un épiphénomène, on est vraiment sur un phénomène profond aujourd'hui. Et je vais vous montrer justement une petite vidéo courte qui montre les dangers et les enfants qui justement préviennent des dangers des réseaux sociaux et de mettre les photos de leur propre, d'eux-mêmes sur les réseaux. Normalement, il y avait du son, mais bon. Ah. Hey Mom, hey Dad. It's me, Ella. All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody.
Donc aujourd'hui, les jeunes, même si ce sont des digital natives, ils deviennent aussi sceptiques. Ils ont acquis des compétences dans le domaine du digital et ils commencent aussi à critiquer. On a 60% des jeunes qui ne font plus confiance aux youtubeurs aujourd'hui. On a près de 70% des jeunes qui déclarent préférer se fier à des amis plutôt qu'aux réseaux sociaux. Rebelle versus discipliné, ça c'est une autre caractéristique clé de la jeunesse. Très souvent, on déclare que les jeunes sont face à une crise d'autorité, ils remettent constamment en cause l'autorité des parents, puisqu'on est dans une société fluide, puisqu'on est dans une société où les relations entre parents et enfants deviennent égalitaires. Et donc on passe d'une autorité de fait à une autorité plus relationnelle, puisqu'on est dans un monde en réseau et on est dans un monde agile. Et on peut donc se poser la question, et donc en entreprise, comment ça se passe? Quel est le rôle d'un manager aujourd'hui? Est-ce que le manager est encore le chef ou est-ce que le manager est devenu un coach bienveillant, empathique, doté de soft skills qui doit être justement aussi à l'écoute? L'importance du feedback. Est-ce que ça a encore du sens de faire des entretiens d'évaluation et d'attendre un an pour faire le point sur ce qui va ou ce qui ne va pas avec un jeune? Il aura sans doute déjà quitté la boutique, l'entreprise, et donc il faut se poser la question, c'est important, de la posture du manager. Autre clé de différenciation qui est aussi importante et qui est une caractéristique clé de la jeunesse, zapper versus fidèle. Dans le domaine de la consommation, on le voit bien, les jeunes tendent à être zappeurs. Ils passent d'une marque à une autre et peuvent abandonner une marque très rapidement. Alors qu'est-ce que la fidélité? Est-ce que la fidélité existe toujours? La question qu'on peut se poser, c'est, mais les jeunes sont fidèles à qui et à quoi? Sont-ils fidèles à l'enseigne ou sont-ils fidèles à leur groupe de pairs, PAIRS, c'est-à-dire leur groupe de copains et de copines, et donc ils sont fidèles à l'enseigne? Derrière ça, ça veut dire qu'on a évolué sur la notion même de fidélité. On passe d'une fidélité à l'ancienne à une fidélité sociale, voire même collaborative. Et il y a des enseignes qui ont bien compris ça, comme Urban Outfitters, qui ont mis en œuvre des campagnes de fidélisation où les jeunes deviennent ambassadeurs de la campagne de fidélisation. Dans l'entreprise, c'est pareil. Les jeunes sont-ils fidèles à l'entreprise ou sont-ils fidèles à leur groupe de collaborateurs qui va devenir sa tribu, sa communauté? Donc on peut aussi se poser des questions sur justement cette notion de fidélité, cette notion d'engagement qui pour moi existe toujours mais est en train d'évoluer. La génération Z au travail. Cette fameuse expression, la valeur du travail est abîmée, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle date depuis même des années 1974, où Jean Rousselet a publié un ouvrage très intéressant qui se nommait « L'allergie au travail ». Aujourd'hui, les jeunes se déclarent allergiques au travail lorsque le travail est dépourvu de sens. D'ailleurs, il y a des expressions que l'on connaît. Avant, on parlait de burn-out, on en parle toujours aujourd'hui, mais on parle même aujourd'hui de bore-out. C'est quoi le bore-out? C'est l'ennui. L'ennui au travail. Mais est-ce que j'ai un travail qui me donne du sens? En quoi je me sens utile? Il y a un grand besoin de sentiment d'utilité. C'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui. Si on reprend la dernière enquête du CESI et de l'INSEE en juin 2024, elle déclare que 76% de la génération Z considère le travail comme crucial dans la vie. Donc vous voyez, le travail a toujours une place. Mais on n'est plus sur un rapport au travail qui est uniquement rationnel, on est sur un rapport au travail qui est affectif. On n'est plus sur un travail comme étant une fin en soi, on est sur un travail qui est un moyen de s'épanouir, un moyen de se sentir bien. Seulement 24% des jeunes trouvent une source d'épanouissement dans leur travail aujourd'hui. Faire carrière, monter les échelons dans l'entreprise, ce n'est plus forcément la priorité de la nouvelle génération, alors que ça pouvait être une priorité pour les anciennes générations, des baby-boomers ou des générations X, où la notion de métier et rester toute sa vie dans la même entreprise faisait du sens, puisque l'entreprise pouvait promettre à l'époque un métier, un salaire à vie, un statut à vie. Aujourd'hui, on voit bien que les jeunes, quand ils regardent leurs parents, ils voient bien que l'entreprise aujourd'hui ne peut plus leur promettre tout ça. Et donc, ils ont besoin et ils ont envie de plus de flexibilité, de plus d'équilibre vie pro, vie perso, de plus d'agilité, d'un grand besoin de transparence et d'authenticité. Mais le point de départ, c'est pas la génération Z.
le point de départ, c'est bien tous les changements sociétaux que nous sommes en train de vivre. Et tous ces changements sociétaux ont donné naissance à une nouvelle génération. Donc la génération Z est porte-parole de tous les changements que l'on a pu vivre. Quand on voit ces slides, on peut se poser aussi la question de la grande démission, du job quitting. À l'approche de 2025, le récit de la grande démission a évolué vers ce qu'on appelle aussi aujourd'hui même le grand séjour. C'est quoi le rôle d'une entreprise ? Est-ce que l'entreprise est un lieu uniquement où on fait du profit ? Oui, mais est-ce que c'est aussi un lieu où on se sent bien ? Quand un dirigeant d'entreprise va poser comme question à ses collaborateurs, « Pourquoi tu te lèves le matin ? Qu'est-ce qui te donne envie ?» Et le collaborateur va répondre « Pour faire du profit ?» Est-ce que vous pensez que le collaborateur a encore envie de se réveiller le matin ? Bien évidemment, on a besoin de carburant pour rouler. Mais ce n'est pas le carburant qui va nous donner le chemin et qui va nous donner la route. Donc on comprend en fait à travers ça que le message est clair. Le profit, bien évidemment, est un moyen, mais ce n'est pas le but. Il ne faut pas s'étonner que si on est uniquement que sur le profit, les collaborateurs auront du mal justement à se lever le matin et à se poser la question, mais qu'est-ce qui fait du sens ? Quelle est ma contribution ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Plutôt que parler de génération Z, et ça c'est l'objet de mon prochain ouvrage aussi avec Jérémy Lamry sur l'intergénérationnel, j'aime bien parler de culture Z. La génération Z a mis en œuvre, est à l'origine, ou contribue même à l'événement d'un nouveau style de vie, d'une nouvelle culture Z, une culture, un état d'esprit, un style de vie original, où on voit bien que le monde du travail est en train de se réinventer. Cette culture Z peut être partagée tant par les jeunes de moins de 30 ans que par les baby-boomers, les Y, la génération X, et elle repose sur 5 grands principes de la postmodernité. Le premier principe, c'est l'immédiateté. On est aujourd'hui dans la société de l'immédiateté. On est même passé d'une société pressée à une société de l'instantanéité par la digitalisation. Sur le curseur de la vie, notre rapport au temps a changé. Avant, on était sur un rapport au temps qui était un rapport chrono. Le temps était séquentiel. On parlait d'indépendance. On se mariait, on avait un job, on voulait acquérir une première voiture, une première maison. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une culture de l'expérimentation. L'essai-erreur, les allers-retours. On est dans un processus d'autonomisation. Et aujourd'hui, tout est éphémère. Les espaces, les modes de travail, tout évolue très rapidement. Le deuxième principe de la postmodernité propre à la culture Z, c'est l'interconnexion. L'interconnexion via la multiplication des réseaux sociaux de cette société. Et qu'est-ce que ça veut dire ? L'interconnexion est en train de remettre en cause le rapport à l'autorité. On est passé d'une autorité de fait à une autorité relationnelle. Le sachant, le maître, ce n'est plus le sachant. C'est plus uniquement celui qui sait. Le maître, c'est celui qui expérimente, qui est aussi dans le concret. Et moi-même, en tant que posture de professeur à l'IESEG, je vois bien que ma relation et la relation avec les étudiants ont changé et a changé. Avant, on arrivait à faire des amphis pendant 3 heures et les étudiants nous écoutaient. Aujourd'hui, on voit bien que les jeunes ont un degré d'attention qui est de plus en plus court et que même si on est uniquement de le savoir, les étudiants ne nous écoutent plus. On passe d'un statut de prof sachant à un statut de prof coach, où on doit amener beaucoup de feedback, où on doit justement faire preuve aussi d'empathie, d'écoute et d'esprit concret en travaillant en collaboration avec des entreprises. Le troisième principe, c'est le tribalisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? On est face aujourd'hui à un nouvel engagement qui est plus tribal, qui est plus communautaire. On n'est plus uniquement sur du social, on est sur un système qui est collaboratif. C'est ce qu'on appelle aussi l'empowerment. L'empowerment, c'est la prise de pouvoir. Le fait que les jeunes aujourd'hui vont aussi prendre du pouvoir sur la communauté, sur le collectif. Ça sert à rien d'isoler les jeunes. Créer des collectifs de jeunes, créer des Shadow Comex, des collectifs de jeunes comme a fait Engie, comme a fait Nestlé. Enfin, il y a une trentaine d'entreprises aujourd'hui qui a créé des véritables collectifs de jeunes pour que les jeunes participent à la vision de l'entreprise de demain et soient protagonistes justement de la vision de l'entreprise de demain. Un cinquième principe, c'est l'hédonisme. Se faire plaisir. L'entreprise
Est-ce un lieu de travail ou aujourd'hui l'entreprise, c'est un lieu de vie, un lieu dans lequel on se sent bien? L'importance du bonheur. Et on voit que la crise de la Covid-19 a atteint la jeunesse. Même 4 ans après, on a encore beaucoup de jeunes qui se sentent perdus. On parle de générations aussi sacrifiées, oubliées, qui doivent travailler aussi sur leur santé mentale et leur santé morale. Et donc aujourd'hui, l'entreprise doit apporter des solutions liées au bien-être. Et enfin, je termine par ça, le 5e critère, qui n'est pas forcément propre à la postmodernité, mais qui est important dans le 5e principe d'en parler, c'est l'éthique. Si on reprend justement les propos de Lipovetsky sur la postmodernité qui montre justement l'importance de retourner sur des valeurs humaines. Le rejet de l'excès, le désir de retrouver du sens, le besoin de construire un développement durable. C'est quoi le défi de l'entreprise de demain? Le défi de l'entreprise de demain, c'est de passer d'une RSE déclarative à une RSE transformative. Et donc, c'est d'amener les jeunes à être des protagonistes de la transition énergétique dans l'entreprise de demain. Merci pour votre attention.